8 previews en 5 jours. En 5 jours, 8 previews. C'est net, c'est précis. Oui monsieur, c'est trop bien, on enchaîne le marathon, on espère que vous allez bien, on s'installe tranquillou bilou. Comment ça va Alex? Écoute, ça va mieux que le mollet de Luka Doncic. Je crois que j'ai déjà utilisé cette vanne. Je me moque pas des blessures, c'est juste un petit running. Mollet dont on va pouvoir un peu parler pendant cette preview, hein, contraint et forcé j'ai envie de dire. Puisque là il y a un mollet. Vous voulez un facteur X de la série? Il y a un mollet. Facteur X de la série. Comme diraient certains, ça sent pas bon. ou ça sent bon, ce qui fait du vélo. Ou ça sent bon parce qu'il fait du vélo. On s'installe tranquillou, on continue ce formidable parcours à quelques jours des playoffs, quelques heures, des playoffs 2022. Ça y est, nous sommes en plein play-in tournament, il y a les équipes qui sont en vacances. Salut Pop, salut James Borrego, salut la Melo Ball. Et on aura l'occasion de reparler de ces équipes-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va donc avoir le premier tour des playoffs qui démarre ce samedi. Je rappelle au peuple que nous nous retrouverons le samedi soir pour commenter le match 1 entre les Sixers et les Raptors. Tout à fait, après avoir jeté un œil goulu sur une petite série dont on va avoir l'occasion de faire la preview, mais Grizzlies Wolves à 21h30 un samedi, ça se regarde bien quand même ça. Hein. Tout le monde sur la table de marque avec Patrick Beverley. Ouais. Là, ça joue au-dessus du cercle. Hein. Ouais. Tout à fait. Et en dessous du short aussi. Ouais. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se pencher donc sur cette série entre Dallas et Utah. C'est, Alex, la série qui va ouvrir les playoffs ce samedi aux alentours de 19h, si je ne dis pas de bêtises. Les playoffs 2022 démarrent à Dallas. Et donc, obligatoire de démarrer cette vidéo en disant les choses de manière nette et précise. Hashtag au moment où on parle. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut preview et qu'on peut donc prévoir avec plus ou moins de pertinence et de précision. Oui. Mais nous, au moment où on tourne, on ne sait même pas si Luka Doncic va jouer le Game 1. S'il ne joue pas le Game 1, on ne sait pas s'il jouera le Game 2, le Game 3. Enfin, voilà, il y a pas mal d'incertitudes. Donc, malgré ça, il y a pas mal de choses à dire autour de cette confrontation entre deux équipes. Donc, voilà, on va s'y atteler. On va s'y atteler gentiment. Programme habituel, quoi. Et vous retrouverez évidemment toutes les updates sur le site de Trash Talk et sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a du neuf, de l'info de jour ou de nuit, on la relaiera. On sera les premiers à évidemment se pencher dessus et à vous dire où est-ce qu'on en est. En effet, est-ce que... Tiens, t'as vu, il fait du vélo. Alors, il fait du vélo, alors bon, bah, pour le Paris-Roubaix, c'est bien, mais c'est après... vrai que ça a l'air rassurant, c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai vu pas mal d'avis aussi... Bon, bah là... J'ai vu pas mal d'avis de gens qui disent qu'en gros, le vélo, c'est un classique de la blessure musculaire et que ça veut absolument rien dire sur une éventuelle date de retour. Donc, qui croire? Bah Twitter. Moi, face à cette question, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, hein, comme je le dis, on est tous bac plus 13 en médecine Twitter, donc, j'ai vu son mollet, ça me dit quelque chose. Non, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que Luka revienne le plus vite possible, parce qu'on savait toutes les choses qui étaient attendues du côté de Dallas, dont on va parler en loin en large. Vous connaissez les classiques dynamiques des deux équipes, Alex, dans cette section. On parle justement de comment tu abordes ce premier tour. Ouais. Ensuite... Hashtag tactico-technique. Tout à fait, où là on est avec Didier Deschamps dans le bureau et on essaie de savoir stratégiquement ce qui va se passer sur le terrain et ce qu'on va surveiller de très très près avant de sortir les jumelles. Les jumelles, le joueur à suivre, sur qui on va se focus, qui on va vraiment suivre quand il rentre sur le terrain ou pas. Yes sir. Et enfin on terminera avec Il Famoso. Le pronostico. The pronostico. L'avenir. Vous savez comment ça marche exactement. Voilà. On dit ce qui se passe. Ouais, exactement. Tout simplement. Nous avions déjà fait un grand format que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Vous voyez, on est très sérieux sur cette série parce qu'il y a beaucoup de choses sérieuses à devoir analyser. Le Free Flow science-fiction avec Simon, dans lequel on avait déjà fait des premières ébauches, des analyses avec des haches et des expertises aussi, Alex, où on avait parlé notamment de cette série. Ah ouais. En surface, quoi. Ah oui, parce que c'est en 2h30, mais on fait tous les playoffs, donc on peut pas rentrer dans le détail comme on va le faire là. Alors que là, on va se permettre, tout à fait. Ouais. Démarrons tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Et Alex, tu en parlais là à l'instant. J'aimerais être donc encore plus détaillé et qu'on le fasse tout de suite d'entrée. Dimanche dernier match de saison régulière des Mavs à domicile. On est sur une histoire de classement pour savoir si tu vas être devant Golden State ou derrière. Tu as une 3e place en jeu potentiellement. Tout à fait. Golden State va faire le travail du côté de New Orleans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Dallas a affronté, je crois, San Antonio. Ils étaient à la maison. Ouais. Je crois une connerie comme ça. Et donc on a Luka qui sort sur cette blessure en boitant. Encore une fois, au moment où on parle, il y a donc tous ces éléments que tu as mentionnés, c'est-à-dire le fait que on va avoir un jeu d'incertitude autour du Game 1, etc. Sûr. Mais parlons de ça, Alex, parce qu'on a été tout à l'heure en off en train d'en discuter. En NBA, lorsqu'on doit se ramener notamment en play-off, et dans d'autres matchs aussi, il faut déjà initialement délivrer
publiquement un injury report, donc une situation vraiment de la santé de tes joueurs pour savoir qui va être présent, absent ou questionable, incertain. Je vois que tu souris. Pourquoi tu souris, Alex? Parce qu'il y a des joueurs, ils sont questionable quasiment tous les matchs pendant toute une saison, tu vois. Donc, en gros, t'as un injury report qui va forcément sortir, il peut très bien y avoir pas d'infos dedans. C'est ça que je veux dire. Coup de poker. Ouais. Donc, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en play-off, comme tu y faisais allusion à l'instant, Bastien. On l'a déjà vu sur les gros joueurs comme ça, où le fait que le mec joue ou joue pas change tout. À un match, à une série. Kawhi, tout à fait. Anthony Davis pour toi l'année dernière face aux Suns. Kevin Durant en 2019, les Warriors, enfin... Tous les soirs, on avait questionable. Ouais, tout à fait. Donc, il est fort probable que les Mavs soient sur ce genre de stratégie, surtout pour le type de blessure de Luka Doncic, qui peut, en fonction de la gravité de la contracture, déchirure, je sais pas exactement tout à fait. Le mot. Blessure. La blessure au mollet qu'il a, en fonction du degré et de la sévérité de cette blessure, ça peut être une grosse semaine, ce qui voudrait dire est-ce qu'il serait là dès le Game 1 ou dès le Game 2. Ça peut parfois traîner plus de 2 semaines, ce qui là commencerait à certainement puer. Donc, à voir, mais c'est sûr, ça va être au jour le jour, day to day. Et c'est important qu'on donne cette information parce que c'est devenu légion un peu en NBA d'avoir ce jeu d'informations par rapport à la situation de santé de tes joueurs, c'est-à-dire... On peut prendre les mots pour tel quel, c'est-à-dire il est incertain, il est juste incertain et si ça se trouve il va jouer. Et on peut se retrouver dans ce cas-là, c'est-à-dire là cette preview elle sort, vendredi soir on a un report de la part de Dallas qui disent il est incertain pour le Game 1 et donc ils vont tester Luka vendredi, samedi matin, samedi midi et quand tu te retrouves juste avant le match, peut-être que, de par la situation de Luka et des accords avec le staff médical, on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais par contre, on a vu à l'échauffement, et en fait, on va serrer les dents et on va voir. Et ce qui était incertain est en fait devenu probable et en fait devenu jouable. Ça dépend de la blessure, ça dépend du niveau de risque que tu as envie de prendre avec ton joueur futur, ton superstar et tout. C'est ça. En plus, samedi, 19h en France, je veux dire, c'est 13h là-bas à Dallas, je crois. Dallas démarre les playoffs, c'est pas facile. C'est midi même à Dallas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas beaucoup de temps. En fait, il s'est blessé dimanche. C'est un des aspects qui a saoulé un peu notamment les fans des Mavs, c'est de démarrer les playoffs direct. Tu m'étonnes. Tu jouerais le dimanche peinard dans la nuit du dimanche au lundi. En fait, ça fait quasiment un jour et demi de plus. Dans ce genre de blessure, c'est énorme. Donc là, clairement, sans vouloir jouer les experts, moi perso sur le Game 1, je suis assez pessimiste. Fais gaffe au mot que tu utilises quand même. Je suis assez pessimiste, je dis assez pessimiste. J'y crois pas trop. Après, pour la suite de la série, là, pour le coup, faudrait être dans le staff médical des Mavs pour pouvoir répondre à cette question. Toujours est-il que la dynamique des Mavs, début de saison, un peu poussif par moment, mais à partir de 2022, ça s'est mis à plus rigoler du tout. Ouais. Deuxième meilleure défense, voire parfois première meilleure défense, ça dépend, c'est une bataille avec les Celtics, mais en tout cas les Celtics et donc les Mavs sont les deux meilleures défenses en ratio défensif sur toute l'année 2022, enfin depuis le début de 2022, ce qui met les Mavs au final dans le top 10 en 6e position des ratings défensifs de la saison. C'est quand même bien sérieux. 52 wins, tu vois, c'est quand même de la putain de belle saison. Avec un Luka Doncic qui monte en régime, il monte tellement en régime, l'autre il nous fait péter un mois après post-All-Star Game, l'autre... Un mois de 2022 on va dire. L'autre post-All-Star Game, on était là, alors attends. On l'aurait pas oublié dans la constitution au MVP. Attends. Parce qu'il y a 3 mecs devant lui pour le MVP, vous êtes vraiment sûr? Oui. Non mais... ça se discutait quand même très fort. Hein. Bien sûr. Alors je taquine parce que tu sais comment ça se passe sur l'oiseau bleu. C'est normal. On l'a vu préchauffer totalement et on était les premiers à débattre à la base de Embiid, Jokic et Giannis. Et on a vu Luka arriver comme une flèche. Et en effet, c'est pas comme s'il avait complètement foiré son début de saison. C'est juste que c'était en dessous des standards. On avait quand même pas mal de reporters du côté de Dallas qui se disaient quand même sur... Surtout que Dallas avait commencé à être beaucoup plus performant aussi en 2022. Alors c'est peut-être pas joué qu'à Doncic, mais... C'est pas du cas lui, parce qu'évidemment, il y a eu le transfert de Porzingis, il y a eu des choix qui ont été faits avec le fait d'avoir donc, du Spencer Dinwiddie qui a fait une belle arrivage. Ouais, il a mis des gros tirs et tout, il a apporté du ball handling. Après, c'est Spencer Dinwiddie, il est pas satisfaisant sous tous les aspects, on peut pas se mentir. Mais il a été clutch, il a mis des gros tirs. Il a apporté du ball handling, il a apporté les 15-16 points là, en sortie de banc là, à plusieurs reprises. À Boston qui font plaisir. Ouais, où t'es content d'avoir ce genre de gars. Ou à Brooklyn d'ailleurs. Les squads de soldats de Dallas a extrêmement bien fonctionné et adhèrent à fond au principe de jeu de Jason Kidd. Là, je pense à
je sais pas, à Reggie Bullock, à Maxi Kleber, à Dwight Powell, à Dorian Finney-Smith, à tous ces gars-là qui ont, voilà. Bon, Tim Hardaway Jr. donc est blessé quand même, donc ça c'est quand même mine de rien, c'est quand même une arme en moins. Hein. Ça fait vraiment mal parce qu'ils auraient bien aimé l'avoir. Un petit shooter un peu streaky là comme ça, là, t'es quand même content. Hein. Tout à fait, même s'il faisait pas la saison du siècle en sortie de contractuel, mais en série de playoff, t'es bien content de l'avoir. En série de playoff, t'as toujours un Tim Hardaway game. Hein. C'est ce qui s'est passé face aux Clippers l'année dernière, où on avait peur pour Los Angeles avant qu'ils se rattrapent, c'est vrai. On avait fait un apéro spécial Mavs où on voyait la dynamique qui était très très belle et j'ai envie de dire, on n'est pas en train de les enterrer, juste en termes de dynamique. Ah non, pas du tout. Avant le dimanche 19h, t'étais sur une dynamique où quand même on était là genre wow, Dallas, Utah, bon t'es peinard. Là la blessure de Luka, difficile d'avoir un sujet dont on parle plus en NBA aujourd'hui parce que Dallas avec autant d'enthousiasme et d'ambition qui a des incertitudes sur son franchise player et Alex en plus on est sur une équipe de Dallas qui no disrespect, c'est très collectif mais putain c'est Luka centré quoi. C'est très collectif. En termes de passes décisives collectives, c'est quand même très bas dans la ligue, alors qu'ils ont un des meilleurs passeurs de la ligue. Donc ça joue bien. En attaque, moi, j'ai jamais été subjugué par le mouvement de balle de ces Mavs cette saison, vraiment pas du tout. Par contre, il y a eu des très bonnes choses parce que t'as un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue balle en main. Donc à un moment donné, forcément, il se passe plein de trucs et il est très collectif. Ouais. Il a les coéquipiers d'abord et tout, il score. Enfin bref, voilà, Luka Doncic quoi. Mais globalement, collectivement parlant, je suis pas un fan absolu de ces Mavs là. Moi je préférais les Mavs de Carlisle en fait. Par contre ceux-là sont bien mieux équilibrés. Je trouve que Jason Kidd lui a trouvé un truc, c'est qu'il, je sais pas ce qu'il leur a dit, mais clairement les Mavs qui défendent aussi bien. Et de l'autre côté, je suis pas vraiment, comme je le dis, je suis un peu sur ma faim sur le global offensif. Mais comme t'as Luka Doncic, à minima t'es average en fait. Et donc si t'as une pure défense, que ton attaque globale collective est average et qu'en plus t'as Luka Doncic, du coup t'arrêtes pas de gagner des matchs et c'est comme ça que tu passes de peut-être va aller en play-in à non alors en fait ils peuvent être troisième. C'est ça, tu vois. C'est ça qui s'est passé chez les Mavs. Sûr, hashtag Cavs 2007, avec tous les exploits qu'on avait eu à côté de LeBron, on se disait genre t'as un mec qui est average comme ça, enfin t'as un mec qui est très très fort avec autour des mecs qui sont average mais qui font le taf défensivement. Tu peux péter ton plafond. Le contraste est assez saisissant entre ce match de fin de saison qui était extraordinaire à Milwaukee où ils sont allés gagner avec un Luka splendide et autour plein de joueurs qui ont fait le boulot, tu rentres tes shoots, tu contestes, Dwight Powell qui jouait comme Anthony Davis et le mood actuel où tu te bouffes les doigts, tu respires avec une paille et tout le monde est en tuba quoi. C'est moche. C'est un peu moche. Faut reconnaître que c'est moche. Donc la dynamique, j'ai envie de te dire, si le mollet de Luka va à peu près, t'es sur une super dynamique. Super. Et si le mollet de Luka va pas, tout de suite ta dynamique elle est moins cool quoi, et tout de suite t'as à mon avis des sourires un petit peu plus présents du côté de Salt Lake City, on va pas se mentir. C'est ça, et ça plisse un peu plus des yeux du côté de Dallas. Voici pour les Mavs, en attendant chaque minute qui passe avec des updates. On va s'occuper de nos copains du lac Salé. Ouais. Salt Lake City, Utah, plein d'ambition, l'envie de faire encore mieux que la saison précédente. On espérait cartonner sur la régulière, aborder les playoffs avec encore plus d'enthousiasme. Un démarrage de saison magnifique. Ouais, mais la suite. Il y a eu un énorme trou d'air au mois de janvier. Gros trou d'air. 16 matchs, j'ai noté là, 16 matchs joués par le Jazz en janvier, 12 défaites. Il n'y avait pas tout le monde, comment dire. D'accord, mais ça fait mal quand même. Donc là, gros trou d'air au mois de janvier, qui a mis de la pression sur l'effectif. On était là genre, ok, dès qu'il n'y a plus Rudy Gobert, oh là là, en fait c'est une équipe défensive, mais ils sont même pas average quoi, quand il n'y a pas Rudy Gobert. C'est une mauvaise défense, tu vois. En tout cas, c'est ce que nous disaient les matchs. On a vu des lignes arrière incapables de pas se faire passer par n'importe quel garde adverse. Du coup, on a quand même eu, même avec le retour de Rudy, on a quand même eu une fin de saison régulière beaucoup moins bonne que le début, beaucoup plus comme ça, quoi. Montagne russe, pas ouf, c'est vrai, hein. Une attaque forte, beaucoup de shoots à 3 points, j'en reparlerai peut-être d'ailleurs des shoots à 3 points, mais tu vois, une attaque forte, une capacité à pas trop se soucier de la qualité de la défense adverse, en fait. Quand Utah joue comme Utah, pas faire grand-chose, hein. Une capacité à défendre quand même tout à fait correcte. Je veux dire, les mecs finissent quand même avec 49 victoires, hein, ça reste une bonne équipe de NBA, mais c'est avec sans Rudy. Voilà, ils ont montré aussi qu'ils avaient une certaine expérience de ce genre de saison, donc ils ont su par moments
gérer des critiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu des critiques là. Je veux dire, ça y est, il y a des mecs qui s'amusent à découper. Il y a des mecs qui s'amusent à découper en vidéo. Vous avez vu là, Donovan Mitchell, il aurait pu donner la balle à Rudy et il l'a pas fait. Hein. C'est pas bien. Vous avez vu, il a éternué au milieu de sa réponse. C'est vrai qu'en termes médiatiques, c'était super dur pour les fans du Jazz. Pression. Parce que, tout à fait, même là récemment, on avait, les fans et les joueurs. Hein. Ouais, tout à fait, le ratio 7 passes de Rudy pour Donovan, c'est une passe de Novi pour Rudy. Beaucoup de pression, et en même temps logique, parce qu'on parle d'une équipe du Jazz qui, Rewind, nous a tapé un 3-1 dans la bulle où ils ont fait n'importe quoi, ils ont perdu contre Denver, ils sont ensuite allés en playoff en étant la meilleure équipe de saison régulière, ils se sont fait taper par les Clippers et notamment Terrence Mann au finish, et tu t'es retrouvé... Les Clippers qui ont fini sans Kawhi. Qui ont fini sans Kawhi, avec Terrence Mann et Reggie Jackson, tout à fait. Tu perds Kawhi. C'est hyper compliqué, et donc le Jazz, c'est vrai, médiatiquement, a vraiment vécu une saison pas facile, alors qu'en décembre, c'était la teuf, hein, Donovan Mitchell, joueur du mois avec Joel Embiid, et je trouve que l'élément le plus marquant en termes de dynamique, c'est qu'on se posait beaucoup de questions sur la trade deadline. On voyait Danny Ainge, j'avais des rumeurs sur Jeremy Grant, on se demandait ce qui allait se passer. Il y a juste eu un mouvement sur Joe Ingles. Oui, voilà. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on est resté sur le même postulat, c'est Utah souhaite être à 100% physiquement le 15 avril. Est-ce qu'ils le sont? Pourquoi pas? A priori, oui. A priori, oui. Mais alors, en termes de dynamique, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, et je pense qu'il y a des fans des Warriors qui sont au courant, et d'autres franchises, les matchs serrés dans le 4e quart-temps Utah sur la fin de saison, bizarre. Même inquiétant, je dirais. Inquiétant, je suis d'accord. Ce que vous faites à Utah, là. Ouais, après, c'est les Suns. Hein. Les mecs l'ont fait à tellement de gens cette saison. Ce que font les Warriors à Utah sans Steph. Peut-être pas aussi sale. Voilà, plutôt ça. Limite, ça, c'est plus inquiétant. Je dis pas que c'est pas inquiétant parce que les Suns, c'est un 40-13, hein, je crois, ou 40-16. 40-2, je crois. Je crois que c'est très très violent. Mais oui, les Warriors, non, mais ça c'est inquiétant. D'ailleurs, c'est après, je sais pas, voilà, juger cette équipe du Jazz, c'est pas simple parce que tu vois, globalement, en fait, le problème c'est qu'on a tendance avec eux, vu qu'on est sur notre fin, comme tu viens de le dire, sur plusieurs campagnes de playoffs de suite où on est sur notre fin, voilà, on est on fait c'est pas, ça va pas et tout. Cette saison, ils gagnent quasiment 50 matchs, hein, 49. Ils ont le meilleur offensive rating de la ligue sur la globalité de la saison. Et mine de rien, sur la globalité de la saison, ils sont quand même top 10 défense. Donc tu as le meilleur rating offensif de la ligue qui est top 10 défense quand même, mine de rien. Du coup, comment on la juge, cette équipe? Tu vois, parce que les stats, enfin pas toutes, mais beaucoup de stats vont quand même avoir tendance à nous dire, bah Utah, c'est sérieux. Et à la limite, tout à fait, à la limite, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec ce côté sérieux, il y a en plus le postulat dont on parlait à l'instant, qui est que, fais voir le injury report. Ok, Utah, ça a l'air d'être à peu près en forme. Ouais, ça a l'air. Ils n'ont pas trop de cadres qui sont dans la merde. C'est juste toujours les mêmes soucis défensifs où le premier rideau, il s'achète chez Jiffy, et puis voilà quoi. On va pas se mentir quand même. Non, j'avoue. Ou Tati, ou ce que tu veux. Enfin, après, vous mettez la prod que vous voulez. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu de tactique pour filer un coup de main à Quinn Snyder, non? Exactement. On sort le hashtag? Allez. J'ai cru qu'on était dans les 30 prix en 30 jours, j'allais faire un clap, et tout de suite, le 5 majeur. Nous sommes dans le point tactico-technique avec Dédèche, on a sorti le hashtag dans cette section. Vous pouvez bien évidemment nous dire ce que vous allez regarder en premier lieu. Alex, sur quoi tu vas zoomer dans cette série Mavs Jazz? L'adresse à 3 points, principalement celle du Jazz. Là, c'est pas une équipe incroyable à 3 points. Le Jazz est une très bonne équipe à 3 points. Le Jazz, c'est la deuxième équipe qui prend le plus de 3 points par match, plus de 43 points pris par match. Du côté du Jazz, il n'y a qu'une seule équipe qui en prend plus, c'est les Wolves. Et le Jazz, mine de rien, ils en mettent 36%. Ce qui est autour du 10e pourcentage dans la ligue. C'est premier tiers ou presque. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font tellement mieux en réussissant à adjoindre du volume et de la précision. Les Clippers étaient fous à un moment. Bon, il y a les Bucks. Mais les Bucks, ça combat. Les Bucks, c'est la 5e équipe qui en prend le plus et le 5e meilleur pourcentage. Putain, mes cœurs d'avance. Si vous voulez, allez voir la preview de Bucks Bulls. Mais sinon, il n'y en a pas. Les Wolves, ils en prennent plein, mais ils ont un moins bon pourcentage. Les Clippers, pour un moment, ils bombardaient. Les Clippers ont un super pourcentage, mais je pense qu'en volume, c'est un peu moins élevé. Je vais regarder, ouais, je t'en prie. Mais bref, en tout cas... Là, les 3 points, ouais. Oui, il n'y a pas que ça dans l'attaque du Jazz, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais quand même, sur une petite centaine de possessions, grosso, hein, t'en as 40% où tu prends à 3 points. 40% où tu prends à 3 points, hein, voire un peu plus si tu prends
Si tu as 40 tirs à 3 points sur un peu moins de 100 possessions, ça va même être au-dessus des 40%. Et donc tu en rentres 36%. Pourquoi ? Parce que Donovan Mitchell peut en mettre, Royce O'Neal peut en mettre, Bojan Bogdanovic peut en mettre, Mike Conley peut en mettre. Enfin, j'ai pas tous les noms des mecs en tête, mais Jordan Clarkson, machin. Pas tous à des pourcentages de ouf, mais tous ils peuvent en mettre en fait. Et ils sont construits offensivement là-dessus. On le disait un peu dans la dynamique, c'est vrai que Utah fait partie de ces équipes où c'est pas que ça sert à rien de bien défendre contre Utah, hein, non, mais en fait il y a des soirs tu peux très très bien défendre. Ouais, le mec il est moitié vite fait open et bim ça rentre et ça commence à tomber. Il y a un peu de jeu deux fois en transition derrière les écrans de Rudy aussi, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de pull-up, hein. Il y a pas mal de joueurs qui pull-up à 3 points, hein, dans cette équipe, et donc je pense que face à une défense comme celle de Dallas qui s'est montrée extrêmement performante tout au long de la saison et notamment en 2022, avec beaucoup de joueurs de devoir polyvalents qui savent switcher et tout, il y a quelque chose que Dallas a extrêmement bien réussi, c'est à produire de la défense équilibrée. C'est-à-dire que le point faible de Dallas, on va dire que c'est quand il y a des gros intérieurs qui scorent. J'allais y venir, ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que Maxi Kleber et Dwight Powell, ils se battent, hein. Pas de problème, mais c'est pas des spécialistes défensifs, comme c'est pas des protecteurs de cercle de ouf et tout. Là, face à Rudy Gobert, hein, comme on l'a bien vu dans les extraits de vidéos découpés sur Twitter et sur Instagram, il reçoit pas la balle de toute façon. Donc voilà. Mais enfin, Rudy Gobert, c'est quand même un pivot qui met une quinzaine de points par match. Mais on peut pas dire que Dallas a besoin d'avoir peur de la production offensive de Rudy. Sauf si Utah décide de... Sauf si Utah décide de marteler à l'intérieur, on sait jamais. Ça n'a pas l'air d'être trop leur jeu quand même. Mais donc du coup j'en reviens à mes histoires de 3 points, c'est que Dallas est une équipe tout à fait capable de bien défendre dans le périmètre, de bien défendre derrière les écrans et tout, mais peut-être que justement dans le cadre de cette match-up là, le Jazz, oui, ça les fait un peu chier parce qu'ils affrontent une bonne défense, mais ça va rien changer à leur façon d'attaquer. Et ce qui va vraiment compter pour ce Jazz, c'est quelle va être leur capacité à prendre les bons tirs à 3 points et les mettre dedans. C'est-à-dire, est-ce que le Jazz peut entretenir, même en play-off, un volume d'une 40aine de tirs à 3 points et en foutre 36%? Si oui, attention. Attention, on va être chiant. Mais donc voilà, donc du coup pour moi c'est un des points tactiques bien sûr, sur lequel forcément Jason Kidd est en train de plancher au niveau schéma défensif, et forcément de l'autre côté Quinn Snyder est en train de se dire bon alors attends, qu'est-ce qu'il a déjà? Ouais, il a Dorian Finney-Smith, putain il a Reggie Bullock, machin. Enfin, tu vois, il y a une bataille là sur les postes 2, 3, 4, il y a une bataille qui s'annonce hyper intéressante. Ouais, hyper intéressante. Je suis d'accord, il y a les forces intrinsèques de la défense de Dallas qui, comme tu as dit, a été très bonne sur 2022, ne sont pas vraiment, c'est pas qu'elles sont pas utiles, mais elles sont pas autant nécessaires face à une équipe comme Utah, où en fait défensivement t'aurais bien aimé avoir d'autres choses, quoi. T'aurais bien aimé avoir des garçons qui sont capables de 1, saouler le Rudy quand il est en bas, 2, de vraiment sprinter sur la plupart des joueurs à la création. T'es content d'avoir Dorian Finney-Smith, qui fait une saison splendide, qui peut être All-NBA Defense sans problème, mais c'est vrai que hormis lui qui peut être en mission sur Donovan, Utah n'est pas Donovan centré. Ils ont un beau mouvement de balle, et donc si ça sanctionne, en effet, Bogdanovic, il s'en tape en fait. Lui et Conley s'en tapent pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que si en effet, ce que tu dis. Si tu leur mets certains gars sur eux, ils vont dire pick and roll, j'attends ta rotation, je vais chercher à l'extérieur, et ça rentre ou ça rentre pas, mais on va les prendre. Jordan Clarkson, tu lui mets LeBron ou Scottie Pippen ou Malik Monk sur lui, il va prendre les mêmes choses. Je suis d'accord, ils sont pas Donovan centrés, je vois ce que tu veux dire, et justement on peut en revenir aux défauts qu'on énonçait dans la dynamique. C'est sur certains matchs où ils ont été justement un peu trop Donovan centrés qu'ils ont fini par se faire niquer, parce qu'en fait du coup ils deviennent un poil plus prévisibles, alors que justement ce qui fait la force de cette équipe de Utah en première partie de saison, moi j'ai trouvé, c'est qu'en fait tu joues Utah, alors tu sais que Donovan Mitchell faut s'en occuper, qu'il faut envoyer un gros défenseur dessus, tu le sais, mais en fait ça se trouve ce match là il y a Bojan qui est chaud, et il y a Conley qui drive bien, qui nourrit Rudy Gobert en lob, et en fait Jordan Clarkson quand il sort, non c'est Royce O'Neal dans le corner, enfin tiens, ils ont un côté un peu imprévisible qui peut être chiant même pour une très bonne défense, et qui est beaucoup basé sur leur réussite de loin. Voilà. Tout à fait. Et comme on a parlé, je crois, dans l'apéro Dallas, on a cette sensation de stabilité défensive, mais y a-t-il des runs véritables de Dallas où en fait ils te mettent un 16-2 ou un 18-4 quand Luka est là, ils sont capables, mais Utah c'est leur ADN, c'est que les mecs tu te retournes et en fait t'as pris un 16-2. Et attention à ce genre de série où en fait Dallas tu t'es bien battu, puis en 2 minutes 30 t'as pris 4 tirs à 3 points. Et à ce moment-là, t'es comme un connard. On est d'accord sur le côté réussite à 3 points, volume et adresse à 3 points du Jazz. Très important dans cette série. Clarkson doit se bouger le fion, parce que je crois que cette saison, c'est pas. Je vais vérifier, mais les pourcentages, c'est pas ouf. Ouh là là.
Je vais vérifier, mais... Je les ai là, si tu veux. Je suis bien d'accord. Bah écoute, comme pendant ce temps, je fais transition. Vas-y. J'en parlais en intro, et c'est pour ça qu'Alex m'a tendu la perche en me disant bah, on va peut-être devoir aller dans le bureau de Quinn Snyder, du côté de Dallas. 31% Clarkson. Et il en prend combien par match? Beaucoup trop, 7,5. C'est celui qui en prend le plus derrière Donovan Mitchell. T'en prends 7,5. Tu vois, par contre, Roy Sonny, il a 39%, Boyan, il a 39%, Conley, il a 41%, Daniel House, 41%. Ah non, il est plus là. Il est plus là ou il vient d'arriver? Non, il vient d'arriver, il est là, il est même hyper attendu, je pense. C'est ça. Dallas, c'est Rudy Gay aussi qu'il faudra voir parce qu'il est pas ça, utilisé. il vient d'arriver. Lui, tu vois, bah pareil, il en met. Il va être important, Daniel House. Voilà, tu vois, ce genre de gars. Donc même, ils ont pas récupéré Juancho. Si, ils avaient utilisé un peu Juancho, pareil Rudy Gay, mais ils l'utilisent un peu moins sur l'extérieur. Ils ont bien aimé en forward sur le small ball. On peut en mettre. Bref, voilà, le 3 points. Vas-y, pardon. Non, pas de souci. Je parle en effet de ce premier rideau. Bah là, c'est le nez au milieu de la figure. S'il y a bien une punchline qui est autour de Utah depuis quelques mois, c'est toujours ce débat, que ce soit un débat sur Twitter ou débat sur les grands shows TV américains ou français. C'est de savoir, c'était de la faute de qui cette série face aux Clippers quand même, où tu perds. Donc il y en a plein qui disent Rudy Gobert exposed parce qu'en fait derrière ça avait été bien utilisé par Tyronn Lue qui disait non bah on va le mettre dans la merde, on va mettre un mec dans le corner et ça va shooter. Et les gens qui avaient vu un petit peu plus les matchs, no disrespect, ça veut pas dire que Rudy a été parfait, mais le nez au milieu de la figure et une des plus grosses punchlines de la NBA depuis quelques mois, c'est le premier rideau du Jazz. Le premier rideau défensif de Utah est un gros problème. Tu rentres. Il y a Royce O'Neal et tout le monde a sorti le popcorn et a attendu la trade deadline en se disant est-ce qu'ils vont s'améliorer sur le premier rideau défensif. Ça n'a pas été traité. Ils ont décidé de faire confiance à Royce O'Neal. Il y a Daniel House qui est venu et il a été hyper utile sur certaines séquences. Très bien. Dallas. Sur cette série, il va falloir punir parce qu'on a dit qu'il y avait certaines inquiétudes ou limites offensives, sans parler de la présence ou l'absence de Luka. Mais donc déjà de base, Jalen Brunson. Il va falloir baisser l'épaule comme jamais et donc aller sanctionner les indisciplines défensives du premier rideau de Utah, qui laisse trop souvent cette espèce d'espace à mi-distance où derrière, Rudy est obligé de sortir, il y a un mec en backdoor, donc il y a un Dwight Powell qui va être dans le dunker spot, un mec dans le corner. Tout est possible une fois que tu as passé l'épaule. Et non seulement c'est Jalen Brunson, mais Spencer Dinwiddie, tu ne pourras pas juste rester à l'extérieur. Et vu que Dallas a été très Luka centré, donc en attendant qu'il crée la différence, soit par son jeu de jambes, son intelligence, soit son coup d'épaule, soit son physique même, il est assez puissant, Luka, il y a beaucoup de défenseurs qui disent vous croyez qu'il est lent, etc. Mais en fait, il est tellement développé physiquement qu'il t'enfonce. Eh bien, il faudra voir comment est-ce que Dallas va pouvoir punir Utah là où ils sont faibles. Parce que tu vas pas les punir à l'arceau. Si tu fais en sorte que Rudy passe 2 semaines dans sa peinture et contrôle tout parce qu'il y a un mec toutes les 3 minutes qui vient dans la raquette, ça va être une série vacances pour Rudy Gobert. Par contre... Ce qui n'est pas un bon signe pour les Mavs. Ce qui n'est pas du tout un bon signe pour les Mavs. Et justement, il comptait sur le fait qu'il puisse y avoir Luka, où en fait, vous connaissez tous ça, fan de Dallas ou fan de Utah. Luka, il demande le switch, tu te retrouves avec Rudy Gobert en individuel sur Luka Doncic. Ils sont en fer à cheval, donc il y a 2 mecs dans les corners. Et après, il baisse l'épaule parce qu'il y aura 0 rotation. Parce que Bogdanovic, il pionce. Et parce que Donovan Mitchell, il décide de défendre quand il veut. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais Dallas a essayé d'apporter un petit peu de playmaking derrière Luka et Brunson en rajoutant Spencer Dinwiddie. Donc ils ont dit fuck Porzingis, on va rajouter un petit peu d'options sur les ailes. Mais c'est pas non plus une équipe avec des gigantesques playmakers. Ils en ont 2,5 quoi. Et quand c'est qui le demi? Spencer. Ouais. Parce que Spencer, il aime bien aussi rester à l'extérieur. Il pénètre, bon. Ouais, non, ça dépend. Il aime bien pull-up, quoi. Brunson est limite, je trouve que Brunson est meilleur pour casser la défense qu'un Spencer Dinwiddie. Il est Dinwiddie. petit, trapu, là, avec son centre de gravité, son bon handle. C'est ça. D'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai bien ton avis parce que le Jazz, quand tu regardes la fiche du Jazz, le point tout en haut de leur faiblesse, c'est ça, c'est ce point rideau. Et Dallas, s'ils n'abusent pas de ça, attention. Attention, parce que c'est le nez au milieu de la figure du Jazz, quoi. Ils vont pas soudainement devenir élite sur le premier rideau défensif. Mais ça m'étonnerait que s'il y a bien une qualité que les Mavs ont montré cette saison, c'est de la réflexion et beaucoup d'intelligence et beaucoup de vices à la Jason Kidd pour exploiter les faiblesses adverses. Je suis d'accord. Ça, on reconnaît bien Jason Kidd là dans ces Mavs. Ça m'étonnerait que ça soit pas déjà en discussion, tu vois, genre les gars. Évidemment. Tu sais, les switches sur certains joueurs vont être recherchés. Ça va vouloir éviter Royce O'Neal au max parce que c'est quand même a priori le plus dur à passer après les écrans ou en dribble et tout. Donc tu vois, c'est déjà en discussion. Maintenant, tu as raison de le souligner parce que c'est bien d'en parler. Maintenant, il faut voir jusqu'à quel point ils vont bien l'exécuter.
Parce que c'est ça le truc. C'est complètement Surtout ça. que le Jazz s'y attend. Pareil, de l'autre côté, ça Ça réfléchit discute. aussi. Bah ouais. Voilà. Les mecs ils disent les gars, Lucas c'est incertain, on va pas se faire péter la gueule par Jalen Brunson. No disrespect, hein, il va devoir négocier un contrat. Mais attends, t'imagines? Là, Utah, là, quand ils voient ce qui se passe en termes d'incertitude autour de Luka Doncic, ils se disent oh, on peut sortir potentiellement Dallas des playoffs avec un aspect du jeu où on sait qu'on va se faire péter la gueule, c'est-à-dire notre premier rideau. Excusez-moi. Il faut qu'on solidifie vraiment sur une extérieure parce qu'en plus on est face à une équipe qui ne pourra pas en abuser si leur meilleur playmaker est absent. Donc je surveillerai ça de très très près et puis parce que c'est sous couvert d'une bombe à retardement. Ça fait combien de semaines, Alex, qu'on parle d'actualité NBA où il y a des gens qui disent Utah, si ça sort au premier tour, Rudy, Donovan, Quinn Snyder. Ça... Ce sera pas sur leur adresse à 3 points ou sur leur protection d'arceau qui vont se faire sortir. Normalement, non. Normalement. Dites-nous ce que vous allez surveiller de très très près, puisque nous on va devoir sortir les jumelles. Allez, on va regarder des joueurs. Il y a un joueur dans cette série qu'on va regarder de très très près. Qui vous allez regarder en premier, qui vous allez surveiller? Alex, le floor is yours. J'avais envie de parler de Luka Doncic, mais je trouve qu'on a déjà bien exposé le sujet là depuis le début de cette preview, puis tout le monde aura bien compris que en termes d'infos, bah voilà, on va attendre aussi, on va suivre ça de très près, mais le fait qu'il soit là ou le fait qu'il ne soit pas là, voilà, n'est pas du tout anodin, quoi. Ça change complètement la série. Mais donc du coup, je vais partir du principe que Luka pourrait rater des matchs et pourrait éventuellement jouer pas à 100% en tout cas. Et donc je vais prendre comme joueur à suivre, je vais prendre Dorian Finney-Smith. Je m'en explique tout de suite. Le salut des Mavs. Encore plus maintenant qu'on sait que Luka Doncic peut rater des matchs ou ne serait pas à 100%, jouerait, tu vois, un peu avec des petites douleurs. Le salut des Mavs va passer par la défense. Et on a parlé de l'attaque, du Jazz, et 3 points et tout ça, mais il y a aussi quelque chose qui est très important et que quelques équipes ont très bien réussi à faire pendant la saison régulière pour bien enfoncer le Jazz dans ses travers, c'est rendre leur jeu cliché. Et pour ça, il faut avoir un mec capable de rester devant Donovan Mitchell. Il n'y en a pas tant que ça en NBA. Tout à fait, c'est Donovan Mitchell playoff en plus qui arrive là. Donc, il est chiant. Ouais. Et je les vois pas envoyer d'Inouïdi. Voilà. Je pense que Dorian Finney-Smith va être obligé de s'y coller pas mal. Au moins en premier rideau. Après, on sait très bien que vers les écrans de Rudy, ça va devoir switcher et tout. Donc derrière Dwight Powell, va falloir être attentif, tout ça. On est évidemment au courant de tout ça. Mais quand même, le rôle en premier rempart de Dorian Finney-Smith, moi je lui suggère quelque chose. C'est la vidéo du boulot de Mikal Bridges lors de ce fameux comeback des Suns là. Ils ont dit voilà, ils ont masterisé, mais voilà aussi les gars, ils ont obligé le Jazz à mal jouer presque, tu vois. C'est ça aussi. Dallas, avec sa défense intelligente et tout ce qu'ils ont prouvé depuis le début de saison, peut-être se dire que bah ok, c'est quoi, Luka ou pas, alors vaudrait mieux avoir Luka, mais déjà il y a déjà un truc qu'on peut faire de toute façon. C'est leur rendre la vie compliquée. Pour leur rendre la vie compliquée, ça va passer par, encore une fois, un grand Dorian Finney-Smith sur un gros extérieur adverse. Il en est capable, il l'a montré toute la saison. Tu as dit qu'il pouvait être All-NBA Defense. Je suis assez d'accord avec ça. Après, il y a du monde au portillon, donc on verra qui les votants vont choisir. Mais oui, la saison défensive de Dorian Finney-Smith, elle est magnifique. Avec sa longueur, il a la mobilité. Il est plus grand, clairement, que Donovan Mitchell. Il fait au moins, je sais pas, 10 cm de plus. Il est vraiment pas grand, Donovan Mitchell, quand on y pense. Il fait la même taille. Hein? Oui. Enfin, 1m90 quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Dorian Finney-Smith doit bien faire ses 2 mètres. Il a des longs bras. Il est bien mobile. C'est typiquement le genre de profil de mec chiant pour Donovan Mitchell à avoir sur le dos pendant toute une série. En plus, défenseur intelligent. Il essaie de faire gaffe à ses fautes et tout. Il aura autour de lui une défense intelligente avec des mecs qui viennent boucher les trous comme on les a vus faire toute la saison. Donc voilà, moi, je vais beaucoup regarder comment se comporte Dorian Finney-Smith. Est-ce qu'il met ses 3 et tout machin, comme il sait le faire, on verra. Mais surtout, comment il se met sur Donovan Mitchell. Est-ce que c'est vraiment lui que les Mavs choisissent pour l'envoyer au charbon en premier? Si oui, est-ce qu'il fait comme les Suns, là, il le prend dès le logo, en mode ta. Tu veux faire ton pick and roll? Ça sera à 10 mètres du cercle, mon pote. Vas-y, amène Rudy. Amène Rudy à 10 mètres du cercle. Tu vois, tous ces trucs-là qui emmerdent le Jazz. Et pour ça, il te faut un défenseur
capable de tenir. Sacrifié pour toute l'équipe. Hein. Ouais, voilà, et de tenir, hein, parce que dis donc, c'est Donovan Mitchell, c'est pas, c'est un gros client, et puis il a un bon handle et tout, il est, comment on dit, il est sneaky sur les appuis et tout, enfin, il peut changer de direction, enfin, attention. C'est Spider, hein. Donovan Mitchell, wow, la vache, attention, c'est pas de la petite mission dont je parle là, mais en tout cas, c'est une mission qui va être cruciale pour les Mavs. Je suis bien d'accord. On ne le répétera jamais assez, ce sont les playoffs et donc Donovan Mitchell a pu en saouler certains en saison régulière. On sait quelle garantie il a apporté aussi en playoffs jusqu'ici de sa saison rookie à aujourd'hui. À chaque fois qu'on arrive en avril, l'autre, il est taquin. Hein. Il est très taquin lorsque ça joue un peu décisif. Donc, en effet, Dorian Finney-Smith peut ponctuer ça. Et ceux qui peuvent, allez en effet vous faire le replay de Donovan Mitchell face à Mikal Bridges. C'était Josh Christopher, dédicace aux fans de Houston. Josh Christopher. Il est très bon. Ouais, voilà. C'était encore pire. Voilà, ça c'est cadeau. Rudy Gobert. Rudy, c'est le gars que je vais le plus surveiller sur cette série. Alors je sais, entre fans de Mavs et du Jazz, ces dernières semaines, on parle de... Dis donc. Et si on se dragouillait un peu? Ouais. Votre pivot là. Il est sympa le 27. Il serait chouette dans le système de Jason Kidd. Il y a plein de rumeurs autour de Rudy Gobert et d'autres équipes en fonction de la situation du Jazz en play-off, donc à voir. Mais au-delà de ça, au-delà de ce doux paysage de rumeurs, plusieurs éléments. Première chose, je veux rien savoir. Rudy Gobert est le meilleur intérieur de la série. Si Rudy laisse le débat s'ouvrir, c'est qu'il y a un gros problème. Bah non, mais non. Oui. Déjà. Oui, non, oui. parce que on a des garçons en face, entre les Dwight Powell et Cleveland, etc., qui vont être les premiers à dire genre, moi je veux bien faire une grosse série et être une des darlings de cette opposition face au Jazz. Ils peuvent le faire chier d'ailleurs en l'écartant dans le périmètre. En l'écartant dans le périmètre. Tout à fait d'accord. Donc, soudainement, malgré la chute un petit peu dans les pourcentages de Maxi Kleber, si t'arrives à avoir quelque chose de sa part, merde, en fait, on a trouvé un truc qui pouvait saouler Rudy. On a tous les antécédents des playoffs derniers. Et même médiatiquement, comme on a déjà pu en discuter, avec ce qui se passe aux US, un espèce de disrespect autour de Rudy Gobert. Remettons les points sur les i et tapons du poing sur la table. Ça doit être le meilleur intérieur de cette série, ça doit être un mec qui domine, et que Luka Doncic soit là ou pas, ça veut dire que lorsqu'il n'est pas là, on doit rien savoir en termes de protection d'arceau et de punir à l'intérieur. On s'est foutu de la gueule de nos amis les Hornets qui sont aujourd'hui en vacances, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'on avait dit dans le secteur intérieur, Capella ça va être Mutombo. Qu'est-ce qui s'est passé? Capella c'était Mutombo. Exactement. Donc là, face au secteur intérieur de Dallas, qui est plutôt capable de se faire péter la gueule. Ouais, qui se bat, qui a du hustle, mais ils ont pas... Normalement, ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas la longueur de bras, ils n'ont pas les outils. Rudy Gobert doit faire une grosse série. Ouais, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que ça dépend que de lui, parce qu'on ne va pas lui donner la balle au poste, ça veut dire qu'il doit être nourri, et que s'il est nourri, il faut sanctionner. Il faut rentrer ses lancers, il faut sanctionner en bas, il faut dominer en rebond, il faut être le meilleur de loin intérieur. Et enfin, la troisième option, c'est si Luka y joue. Parce que si Luka y joue et qu'il est sur le terrain, il va falloir gérer des switches. Hein. Luka, il veut pas que ce soit Prepelic contre Batum. Hein. Lui, il veut que ce soit retour de France-Slovénie, et cette fois, on est en play-off, frère. Donc là, side out, vous vous écartez tous, et c'est Luka qui essaye de faire danser Rudy sur le périmètre. Ouais. C'est sûr, on va en avoir. Oui. Et si c'est le cas, comment Rudy gère ça? C'est une des missions les plus horribles qu'il y a sur Terre, c'est être un pivot qui est switché sur Luka Doncic. Ouais. C'est la samba. Mais comment fait Rudy Gobert? Comment font ses coéquipiers? Comment Utah au global va défendre? Parce que Rudy aussi, il a tapé du poing sur la table en disant vous avez vu, ce que j'aime bien avec les Suns, c'est que Devin Booker, il se bouge le cul. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est vrai, il l'a dit. Et ben je veux bien voir aussi comment Rudy médiatiquement gère cette série playoff où il aura pas de problème. Et il a été le premier à le faire, à prendre des micros et à dire bah en fait moi j'ai besoin d'être défensive. Et donc, il y a un moment, si Rudy il dit les gars, arrêtez de me laisser sur une île déserte avec Luka Doncic parce qu'il n'y a aucune rotation derrière, parce que comme on l'a dit, Bogdanovic et d'autres, ils en ont rien à foutre. Là, non. On doit sortir de cette série avec le résultat qu'on va voir après dans le pronostico, mais avec quand même un Rudy Gobert qui doit dominer. Oui, 15-15, on attend. Voire plus. Ouais. Et surtout un impact, qui a un impact de joueur All-NBA s'il en est capable. Il en est capable. Bien sûr qu'il en est capable. À lui de dominer. Voilà pour les jumelles. Dites-nous quel joueur vous allez devoir surveiller de très très près sur cette série, évidemment en suivant les updates autour de Luka Doncic. On termine avec le pronostic. Allez, on y va, le pronostico. C'est l'heure du pronostic. Ouh, qu'elle est pas facile à pronostiquer. Alex sort le petit sourire. Nous sommes donc sur la série entre Dallas et Utah. On rappelle que le Game 1 est ce samedi en début de soirée. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pronostiquez. Utah ou Dallas vont-ils aller au second tour des playoffs? Alex, the floor is yours. Alors, je vais pronostiquer
Je vais pronostiquer Jazz 4-2. Léonce. Je vous cache pas que cette série, tu m'aurais demandé de la pronostiquer samedi dernier avant que Lucas se fasse un peu le mollet. C'est le score. Je te mettais plutôt Mavs 4-2. Maintenant, il y a de l'incertitude réelle. De ce qu'on comprend, les blessures au mollet, c'est des histoires de repos musculaire et tout. Donc, il y a des vraies probabilités de voir Luka rater un ou plusieurs matchs dans cette série. D'ailleurs, quand tu regardes les cotes là, du petit bandeau là, que vous avez à l'écran, donc là, on est à 4,65, d'accord, cette cote, pour 4-2 Utah. Mais c'est même pas la cote la plus probable. La plus probable, c'est 4-0 Utah à 3,65. Et après, c'est 4-1 Utah à 4,15. C'est abusé quand même. 4-1. Je rappelle que si le Jazz gagne 4-1, ça veut dire que non seulement ils mettent une grosse fessée à Dallas, mais qu'en plus ils les finissent là-bas. Bah dis donc. Alors là... Non, 4-1, t'es à la maison. Oui, c'est Dallas. Ah oui, pardon, c'est Dallas qui a la maison, ils ont l'avantage du terrain. Mais oui, c'est pour ça. Wow. Et ça, c'est plus probable selon les bookmakers de Paris Sport. Donc ça montre bien à quel point la blessure de Luka Doncic est cruciale dans cette série. Donc moi, au final, là, si je mets du 4 de Utah, c'est parce que je pense que même s'il joue dès le match 1, peut-être dès le match 2, il sera vraisemblablement pas à 100%, que même pas à 100% Luka Doncic peut peser, sauf que du coup c'est quand même un gros souci pour cette attaque du Jazz, n'importe quoi, cette attaque de Dallas qui est quand même beaucoup autour de lui. Mais c'est normal, n'importe quel autre entraîneur ferait pareil, n'importe quelle autre équipe ferait pareil, je veux dire, c'est normal, tu lui donnes le ballon. Sauf que là, du coup, du jour au lendemain, il va falloir attaquer autrement, et ça, je vois bien le Jazz avec son expérience, et sa dalle aussi, ils ont envie de montrer, tu vois, le Jazz, profiter lourdement de ça pour sortir une nouvelle fois les Mavs au premier tour de play-off. Voilà, voilà. Je pense que le Jazz est capable de très très bien défendre les Mavs avec un Luka Doncic diminué ou voire sans Luka Doncic. Je pense que leur attaque du Jazz n'a pas trop peur de la défense des Mavs. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça où je pense que les Mavs vont devoir puiser dans leurs ressources fort. Alors que pour moi, il n'y a pas encore si longtemps, ils étaient favoris de cette série. Voilà. Très bien. Mon cher Léon, tu vas pouvoir afficher le 4-2 pour Utah que je pronostique sur cette série. On reste sur ce qu'on avait dit pendant le free flow. C'est terrible. Je le répète, de voir ce qui se passe là au buzzer pour Luka Doncic. Évidemment, on touche du bois pour avoir des bonnes updates, mais quand même. Et le mollet, on va pas se mentir, et c'est le Jazz. Et comme si on le disait, on leur a beaucoup chié dessus. Pardon, pas de souci. Comme on le disait là pendant la preview, il n'y a pas de gros problème de santé pour Utah. Et ça a été vraiment leur postulat, c'est de dire on n'a pas pu profiter trop de Conley, de Ingles et de Clarkson ou de Donovan. Pendant les séries de playoffs précédentes, il y avait eu du blessé. Ils sont là. Je pense qu'ils vont faire le boulot. Quelque part, je leur souhaite, parce que attention, Luka Doncic et un certain Utah passe pas ce tour. Attention, on a à peine parlé de Quinn Snyder. Attention Quinn Snyder. Il y a beaucoup de pression sur Quinn Snyder. Il y a des rumeurs de droite-gauche de savoir ce qui va se passer cet été. J'adore les Mavs, mais là, si Luka Doncic est incertain et que Utah n'arrive pas à sortir de ce round, mais c'est pas la honte, mais c'est vraiment très préoccupant. Ça nous amènera à un été qui déjà doit être assez intense pour le Jazz. Tout à fait. Je suis d'accord. Ceci étant dit, trop d'incertitudes. Même en étant à 100%, je n'enlève absolument pas le scénario dans lequel Luka Doncic a quand même un ou deux moments de type historique. C'est-à-dire que Luka, en fait, il est à l'extérieur, il serre les dents, il a une protection de zinzin à la jambe, et en fait, il est en 50-10-10, quoi. Protection, mais les blessures musculaires... Et quelque part, c'est Luka Doncic. Donc en fait, je ne n'exclus pas le fait qu'il puisse faire un truc historique à un moment. En jouant moitié en marchant, là, c'est possible. Hein, mais... On peut avoir un moment comme ça, qui en fait te montre la légende qu'est ce gamin, quoi, en fait. Moi, je pense qu'il va rater des matchs. Mais je pense aussi qu'il va rater des matchs et que je suis désolé, mais je vais le dire. À l'heure actuelle, quand on n'a pas d'update positive, ça sent pas très bon. Et donc, je peux pas ne pas aborder la série en me disant forcément que ça va être nickel chrome. Et même s'il est présent, on sait que ce sera pas à 100%, quoi. On a tendance à oublier ce que Donovan Mitchell peut donner en playoff. Utah, je crois qu'ils vont le faire. Et je l'espère pour eux parce que alors, là,
Sur les dernières années, c'est quoi? On s'est foutu de la gueule des Sixers quand ils se font sortir par Atlanta. On s'est foutu de la gueule des Clippers quand ils sont dans la bulle. Utah qui passe pas ceux Dallas là alors que Luka est incertain. Si par exemple Luka loupe 3 matchs et que Utah passe pas, attention. On va se foutre de leur gueule. Crois-moi qu'on les prendra plus aux jeux vidéo. Moi je les prenais déjà pas. Moi je les prenais. Je rigole. Dites-nous, vous, en termes de pronostics, ce que vous voyez sur cette série. On va suivre chaque minute, chaque heure les updates autour de Luka Doncic. Juste une petite dédicace, parce que tu as vu ça aussi sur Twitter, une petite dédicace à Zorg qui nous a montré notamment la photo, tu sais, que t'as revu de la petite qui est devant l'écran de la télé. Donc si tu nous regardes avec la pitchoun, bon apéro. Évidemment, on se retrouve pour les prochaines previews. Exactement. Ça on continue. enchaîne. Ça continue. Je suis belle série à venir là. Tout à fait. À tout de suite. Ciao. Ciao.